Salam alaikum à tout le monde, tous les participants qui sont avec nous, tous les participants, marhaba, كذلك tous les conférenciers qui sont là avec nous dans cette troisième journée du forum virtuel international. Donc aujourd'hui, nous avons aussi un programme très riche. Donc nous allons commencer par le professeur Tayyib Hafsi. Donc, professeur Tayyib Hafsi qui va animer aujourd'hui une conférence sur les moteurs de la réussite des entrepreneurs. Donc, Tayyib Hafsi qui est professeur titulaire de la chaire Stratégie et Société de Management stratégique, de management stratégique international des organisations à l'école des hautes études commerciales HEC Montréal. Ces recherches portent essentiellement sur la gestion stratégique des organisations complexes, notamment les entreprises diversifiées, les entreprises dispersées géographiquement, les organisations à but non lucratif, les entreprises d'État et les gouvernements. Il s'intéresse actuellement en particulier aux effets des institutions sur le comportement stratégique des organisations, au rôle de l'entrepreneuriat dans la gestion de la complexité, au rapport entre les émotions des dirigeants et la stratégie et aux questions de gouvernance. Il a écrit plus de 120 articles dans des revues académiques ou professionnelles de premier plan, notamment Administrative Science, Management International Review, Academy of Management Review, Journal of Management Studies, la revue française de gestion, Harvard Expansion, Politique et Management Public, revue française d'administration publique, Management, Asia Pacific Journal of Management, Business and Society, Journal of Business Ethics, Journal of Change Management. Il a aussi écrit plus de 40 livres et monographies et a contribué à de nombreux autres. Il est le fondateur de la revue Management International. Il l'a dirigée jusqu'à 2004. Il est membre fondateur de Strategic Management Society et membre du Advisory Board de la World Association of Case Research and Application. Il est aussi membre de l'Academy of Management, AOM, de l'Association des sciences administratives du Canada et de l'Association internationale de management stratégique. Il a reçu plusieurs prix, dont le prix de la recherche Pierre Laurin, le prix de la pédagogie qui est donné tous les deux octroyés à une seule fois dans la carrière d'un professeur. Le prix du meilleur livre d'affaires en 1998 et 2009 et le prix du meilleur article en 1990 et 2004 dans la revue canadienne des sciences de l'administration, du meilleur article dans Public Administration Review en 2007 et plusieurs prix du meilleur article à l'ASAC et à l'AOM. Il est fellow de l'Economic Research Forum, le plus important think tank économique du Moyen-Orient basé au Caire. Il est membre de plusieurs conseils d'administration, notamment d'organismes philanthropiques et de petites entreprises de haute technologie au Canada et à l'étranger. Il a été impliqué dans de nombreuses actions de conseil et coaching auprès d'entreprises complexes, notamment des organismes philanthropiques, des entreprises diversifiées et des entreprises d'État au Canada, aux États-Unis et auprès des gouvernements au Canada et dans quelques pays en développement d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Avant de démarrer sa carrière académique, professeur Hafsi a été ingénieur en génie chimique et a été directeur du secteur raffinage et pétrochimie d'une grande société pétrolière Sonatrach en Algérie avant de rejoindre l'école des HEC en 1984. Il a été professeur à la faculté de management de l'université McGill et à l'école supérieure des sciences économiques ESSEC de Paris. Il détient un diplôme d'ingénieur en génie chimique de l'IAPI Algérie, une maîtrise en management de Sloan School à Haïti, ainsi qu'un doctorat d'administration des entreprises de Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts, en 2018, il a été élu membre de la Société royale du Canada. Wow. Un parcours très riche de notre cher Tayyib. Donc, merci Tayyib, vous nous avez honorés et je vous laisse la parole. Il y a un souci, Monsieur Mansouri, on n'est pas live sur Facebook. C'est Tayyib. Oui, merci beaucoup. Je pense que ce n'était pas nécessaire de faire
si long. Moi, ce que je suis honnêtement très impressionné de voir la qualité de toutes les personnes que l'INCG et l'INSEE ont réussi à regrouper dans cette semaine sur l'entrepreneuriat. Honnêtement, il y a des gens qui sont là que l'on aurait du mal à retrouver, même dans les plus grands congrès académiques. Et vous les avez sans doute, vous avez déjà vu beaucoup d'entre eux au cours des deux premières journées, et vous allez en entendre encore d'autres qui sont des personnes de très grande qualité. En tout cas, c'est pour moi un très grand plaisir que de partager la même table que toutes ces personnes qui sont ici. Euh, je, moi, j'arrive à l'entrepreneuriat par une porte qui est un petit peu différente, qui est celle du management stratégique. Donc, je vais aborder de cet angle-là. Alors, si vous permettez, je vais partager avec vous mon écran. Bon, est-ce que vous le voyez ou là, c'est ça? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Très bien, Bon. très bien, très bien. Très bien. Alors donc, disons j'allais dire l'idée qui est derrière la présentation que je fais, c'est est-ce que des petites entreprises qui sont donc la création d'entrepreneurs contre des géants. Et donc, je vais vous parler un petit peu d'une petite recherche que nous avons faite là-dessus pour montrer finalement qu'est-ce qui permet, si vous voulez, à des petits, lorsqu'ils confrontent directement des géants, qu'est-ce qui leur permet de réussir. Alors, avant de vous parler des entreprises, je vais vous parler de David et Goliath. Vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath, puisque c'est une histoire qui est dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, disons ce que l'on voit dans toutes les religions du livre, et dans beaucoup de traditions, c'est que le petit et le faible, parfois, triomphent dans une confrontation avec le puissant et le dominant. Alors bon, on considère souvent ça comme un miracle, mais parfois c'est décrit de manière rationnelle. Et moi, je vais argumenter avec vous que ce n'est pas un miracle et que ça peut arriver souvent si la stratégie et le contexte sont bons. Alors d'abord, l'histoire de David et Goliath. Dans la Bible et dans le Coran, la Bible s'est décrit avec plus de détails. David devait défendre un peu sa tribu, sa communauté. Il était le champion de la communauté. Donc, il devait se battre contre Goliath, qui était beaucoup plus grand, plus fort. Et donc, on a commencé à le vêtir un peu comme Goliath était vêtu, c'est-à-dire une lourde armure, un casque semblable à ceux de Goliath. Et il devait utiliser une épée qui était elle-même trop lourde pour lui. Et bon, dès qu'il a réalisé que non, ça ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas j'allais dire avec cet habillement, il pouvait à peine bouger, il ne pouvait même pas porter l'épée. Alors il a fait ce que commandait la raison. Donc il s'est dit, je vais me battre avec mes propres armes, porter mes propres vêtements. Alors c'est ce qu'il a fait. Donc je vous rappelle l'histoire. Il a utilisé son lance-pierre comme arme. Il a gardé ses vêtements légers, habituels, sans aucune protection. Il a décidé d'utiliser la rapidité contre la force. Et ce qui arriva, c'est qu'il surprit tout le monde, y compris Goliath. Il l'a frappé dans ses points faibles, en se déplaçant rapidement pour échapper à ses coups. Donc, alors vous connaissez l'histoire, donc il l'a aveuglé, donc Goliath était un petit peu perdu, puis il s'employait à l'achever méthodiquement et tranquillement. Alors,
question que, donc ça c'est l'histoire de David et Goliath. La question c'est, pardon, est-ce que les entreprises font la même chose? C'est la question que je vais me poser un peu avec vous. Donc, je vais vous parler un peu de l'étude qu'on a faite. Je vais vous parler dans le détail de 3 cas. J'ai délibérément pris des cas qui ne sont pas des cas algériens. Et bien entendu, dans la discussion, si vous le souhaitez, on peut revenir. Il y a beaucoup de cas qui ressemblent à ceux que je vais décrire là. Je vais vous parler du cas Dolorama, du cas Gilden et du cas Walter. Ces 3 cas-là sont des entreprises qui font des choses qui ne sont pas différentes des géants. C'est ça pour ça que je les ai choisis. C'est-à-dire qu'ils sont en confrontation directe sur le même terrain que celui des géants. C'est-à-dire, elles n'ont pas un produit différent, une activité différente, etc. Non, 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 ils sont exactement. Alors donc, je vais en même temps vous parler de quels sont les secrets que ces entreprises ont. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a regardé des entreprises qui ont déplacé des leaders en les affrontant, comme je vous le disais, directement. On a identifié à peu près 25 cas, enfin c'est les cas que nous avons étudiés, il y en a bien entendu beaucoup plus. Alors, juste pour vous citer quelques-uns, Walmart, Dell, Toyota, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit des entreprises qui ont réussi au-delà de toutes, j'allais dire, sans aucun doute. Et donc, je vais vous parler de certains d'entre eux. Tout de suite, vous dire quel est le secret, c'est-à-dire finalement quelles sont les choses que ces entreprises font, et on va les voir au fur et à mesure. Toutes ces entreprises ont réussi parce qu'elles ont adopté des stratégies qui sont contraires à la norme. Dans le langage de la stratégie, on appelle ça des stratégies asymétriques. C'est-à-dire que la logique même de la stratégie est opposée à celle des acteurs dominants. De façon à ce que si les acteurs essayent de copier, ils ne peuvent pas copier parce que c'est contraire à leur propre logique. Deuxièmement, ils ont construit leur modèle d'affaires autour d'une meilleure compréhension des besoins des clients. Alors, les exemples que je vais vous donner sont intéressants parce que vous allez voir que l'un des grands secrets, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'occupent des clients. C'est les petits qui s'occupent vraiment des clients. Et donc, vous allez voir que l'attention à la clientèle amène, si vous voulez, des résultats qui ne sont pas très souvent surprenants. Alors, bien sûr, les besoins auxquels on prête attention sont des besoins qui ne sont pas toujours exprimés par le client. C'est des besoins latents plutôt que des besoins manifestes. Et puis, bien entendu, aussi pour fournir au client, on rajoute à ce service, à ce client-là, de la connaissance. Très souvent, c'est le cas. Alors, et puis, ce que vous verrez aussi dans ce que nous allons voir, c'est que ces entreprises ont construit des organisations dynamiques dans lesquelles chacun est encouragé à contribuer. Donc, en quelque sorte, des organisations qui privilégient la flexibilité, la rapidité, etc. par rapport au reste. Alors, Dolorama. Dolorama, je suis sûr que vous connaissez parce que si vous ne connaissez pas l'entreprise elle-même, vous connaissez probablement les éléments des entreprises qui sont similaires. C'est un magasin général qui vend toutes sortes de produits. Tous les produits sont à $1. En tout cas, au Canada, c'est le cas. Ou, pour certains produits sophistiqués, une fraction, un multiple de $1. Donc $2 ou $3. Bien entendu, qui est très concurrentiel. Et c'est un marché dans lequel il y a des joueurs dominants. Et là, vraiment, vous retrouvez contre les plus grands distributeurs, si vous voulez, sur le marché. C'est un marché dans lequel les questions de logistique, le contrôle des coûts, les économies d'échelle, contrôle des fournisseurs, c'est ça la clé du succès. C'est-à-dire, finalement, il faut que vous ayez, en quelque sorte, que ces éléments-là soient les éléments dominants. Dolorama, ce que vous devez savoir, c'est que c'était une petite entreprise locale qui était littéralement condamnée par le succès de Walmart et tous les autres. Et elle était incapable d'être en concurrence avec ces grands acteurs. Alors donc, ce qu'ils ont fait, c'est focaliser sur les prix pour des produits d'utilisation courante qui peuvent être vendus autour de $1. Oublier la sophistication de la chaîne d'approvisionnement
d'approvisionnement et les relations fournisseurs. Donc, vous voyez, hein, je suis en train de vous citer des comportements qui ne correspondent pas au comportement classique. Donc, oubliez les sophistications de la chaîne d'approvisionnement et des relations fournisseurs. Achetez de manière opportuniste les lots lorsque les fournisseurs ont des surplus de production, lorsqu'il y a des défauts d'approvisionnement, ou bien lorsqu'apparaît une grosse opportunité. C'est quelqu'un qui est coincé, qui a des produits, qui ne sait pas quoi en faire. Donc, ça peut être éventuellement une opportunité. Pardon. Oubliez les flux tendus. Hein, donc, vous vous rappelez, économie d'échelle, ça veut dire que vous utilisez des techniques de gestion des stocks et l'arrière. Accepter des stocks importants pour saisir les opportunités. Encourager les acheteurs de l'entreprise à chercher des opportunités et à négocier dur. C'est-à-dire ne pas se préoccuper des relations à long terme avec les fournisseurs. C'est vraiment essayer d'avoir les prix les plus bas. Alors, maintenant, dans le domaine lui-même, si vous allez dans un Dollarama, service minimal dans le magasin, les paiements se font cash, on simplifie les opérations, donc comme les prix sont évidents, hein, donc $1, donc il y a peu ou pas d'étiquettes, pas de machine de caisse élaborée, pas d'approvisionnement régulier. Et puis, les gérants de magasins, ils ont littéralement toute la liberté pour le choix des produits et bien sûr l'amélioration de ce qui se passe à l'intérieur du magasin. Si on regarde la performance de Dollarama, c'est intéressant. Une croissance qui est supérieure à celle de l'industrie, enfin de la moyenne de l'industrie. Une profitabilité qui est supérieure à celle de la moyenne, croissance boursière en croissance, la valeur boursière en croissance constante, et une résistance, ce qui est, si vous voulez d'abord, c'est un caractère distinctif de cette entreprise-là, puis une résistance à la crise. Donc, ça c'est l'histoire de Dollarama. Gildan. Gildan, je ne sais pas si vous le savez, mais je parie que la plupart d'entre vous, vous portez un t-shirt Gildan. La plupart des t-shirts, ce n'est pas Gildan qui vous les vend, c'est probablement quelqu'un d'autre qui vous les vend. Mais celui qui les fabrique, probablement, c'est Gildan. C'est aujourd'hui le leader mondial, si vous voulez, dans ce domaine, qui est celui des t-shirts, mais maintenant, ils sont beaucoup étendus dans les chemises de sport, dans les chaussettes, dans les sous-vêtements, etc., etc. C'était au départ une petite compagnie de vêtements pour enfants de Montréal. Vous savez que Montréal, le textile a pratiquement disparu. C'est Gildan est l'une des rares entreprises qui existent encore, qui est une entreprise textile. Et elle devient le leader, comme je vous le disais, le leader mondial des vêtements blancs, t-shirts, sweatshirts, sportshirts, chaussettes, sous-vêtements, etc. Elle est en concurrence avec des entreprises qui sont des entreprises mythiques, c'est-à-dire des entreprises qui sont là depuis plus d'un siècle, qui ont une connaissance du marché extraordinaire, qui ont une réputation incroyable. Donc, Hanes, Russell, Fruit of the Loom. Les gens de Gildan se sont mis à observer avec beaucoup d'attention ce qui se passait dans l'industrie. Ils ont décidé de focaliser, comme je vous ai dit, sur les t-shirts et en particulier sur ce qu'on appelle les print screens, c'est les magasins, parce que quand vous achetez un t-shirt, en réalité, comme je vous disais, il ne vient pas du producteur, il vient d'un petit magasin qui, par exemple, marque dessus quelque chose, ça peut être le nom de votre entreprise, ou ça peut être un logo, ou quelque chose comme ça, c'est ce qu'on appelle les print screens. Et les print screens sont servis, bien sûr, à travers, si vous voulez, à travers des grossistes. Pardon. J'essaie de faire fonctionner le... Alors bon, les facteurs clés de succès, c'est le coût, la qualité, le service. Alors, Gildan, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, comment sont-ils lancés là-dedans? D'abord, Fruit of the Loom, Hanes et Russell avaient tous un système de production avancé. C'était vraiment des systèmes de production avec beaucoup d'économies d'échelle. Les installations, par exemple, Fruit of the Loom avait des installations les plus grandes au monde, des économies d'échelle considérables, une technologie sophistiquée. Ils sont allés visiter, notamment Fruit of the Loom. En faisant leur tour, si vous voulez, de ce marché-là, ils s'aperçoivent que les print screens, les magasins print screens, étaient très insatisfaits. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à avoir l'attention de Fruit of the Loom, de Hanes et de Russell. Quand ils demandaient, par exemple, une couleur, ils obtenaient des couleurs qui n'étaient pas tout à fait la couleur qu'ils avaient demandée. Aussi, ils se sont aperçus que
les distributeurs avaient des marges extrêmement faibles et ils ne pouvaient même pas négocier parce que c'est des entreprises comme Fruit of the Loom, Heinz, etc. étaient tellement dominantes qu'ils n'écoutaient même pas les distributeurs. Peu de considération de la part donc des producteurs dominants. Aussi, ce qui était observé, c'est qu'en Amérique du Nord, il y avait un processus qui était un processus de développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le libre-échange en Amérique du Nord. Et puis, bon, bien sûr, eux, ils vivaient ça, c'était le déclin de l'industrie du vêtement au Canada. Gildan, donc, ce qu'ils font, alors il faut le faire là, hein, parce qu'ils étaient le leader dans les marchés pour enfants, ils décident d'abandonner le marché pour enfants. Parce qu'ils se sont dit, nous n'avons pas d'avantage concurrentiel particulier. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus grand, qui a des économies d'échelle, pourrait en quelque sorte faire beaucoup mieux que ce que nous faisons nous actuellement. Ils focalisent sur les t-shirts. Ils construisent des installations de pointe offshore au Honduras. Alors, bien entendu, ils ont utilisé tout l'argent qu'ils ont obtenu par la vente des vêtements pour enfants. Ils ont décidé de se lancer, mais alors à tout craint, dans des installations qui étaient au moins comparables à celles de Fruit of the Loom. Et puis, bon, mettre l'accent sur la qualité, service, prix avec les distributeurs et les clients print screen. Alors donc là, ils se sont rapprochés des print screen, enfin des magasins. Ils ont offert des prix plus bas à ces print screen. Ils leur ont assuré des couleurs qui étaient beaucoup plus stables. Ils ont introduit des élaborations supplémentaires, c'est-à-dire, par exemple, les t-shirts étaient beaucoup mieux finis. Et puis, bon, ben, comme ils voulaient absolument être sur ce marché-là, ils se sont mis à aller chercher le meilleur coton sur le marché. Plus ils sont développés d'ailleurs, plus ils avaient de pouvoir de négociation, plus ils sont allés chercher, si vous voulez, le coton le meilleur sur le marché. Alors, ils ont construit une chaîne d'approvisionnement très précise. Alors, si vous voulez, on a parlé de accord de libre-échange en Amérique du Nord, ça voulait dire que l'on pouvait considérer l'Amérique du Nord comme un seul marché, à la fois pour la production, mais aussi pour la vente, bien sûr. Alors, par exemple, ils se sont mis à produire au Honduras parce que le coût de la main-d'œuvre était beaucoup plus bas. Ils avaient un bureau des ventes au Barbade, également de la production à Haïti, également pour des questions de coût. Ils ont utilisé les trains et le cabotage le plus souvent possible parce que c'était ce qui était le moins cher. Galveston, qui est au Texas, donc aux États-Unis, c'était le port de transbordement qui pouvait passer donc du train au cabotage, etc. Ils ont aussi construit une organisation très entrepreneuriale. Quand on leur posait la question, comment ça se fait que vous avez réussi contre Fruit of the Loom? Ils nous disaient, on a été chanceux. C'est parce que Fruit of the Loom et les autres, ils se sont battus eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, quand il s'agissait de prendre une décision de la haute direction, nous, ça nous prend 24 heures pour prendre la décision. Donc, beaucoup d'espace à tous les gestionnaires, c'est-à-dire une organisation extrêmement entrepreneuriale, impliquer les gens au niveau local, leur laisser la place, utiliser des métriques, parce que bon, si vous voulez suivre, il faut que vous ayez des benchmarks, hein, donc des métriques pour faire le contrôle. Et puis, bon, ben, ce qui était bien entendu très important, c'était l'aspect financier, et là, ils le suivaient de très près. Alors là, c'est juste pour vous donner une idée du résultat. En 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? En 1998, c'était une petite entreprise de 80 millions de dollars. En 2008, c'était 1,3. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 4 milliards de dollars. Les t-shirts, en 98, ils étaient à 15%. Vous voyez, les autres, 35% pour Fruit of the Loom, Heinz, 30%, Russell, 10%. 2008, ils étaient à plus de 50%. Et tous les autres étaient autour de 10%. Pour les sweatshirts, vous voyez, le processus est à peu près similaire. Même chose pour les sport shirts. Après avoir dominé ces marchés-là, donc ils sont allés vers les chaussettes et les sous-vêtements, et surtout, ils sont rentrés dans le marché de la grande distribution. Parce qu'avant, ils n'étaient pas dans le marché de la grande distribution, c'est-à-dire les Walmart, etc. Donc, ils sont rentrés dans ce marché-là. Bon, ensuite, marché européen, marché asiatique. Gildan est la seule entreprise qui vend des t-shirts en Chine. Il faut le faire, c'est-à-dire dans un pays où les économies d'échelle, où les coûts de production sont très faibles, arriver à faire ça, c'est quand même remarquable. Et donc, leadership possible dans chaque région et canal. Donc, ça, c'était Fruit of the Loom. Pardon, c'était Gildan. Et là, la troisième entreprise dont je vais vous parler, c'est Walter.
Walter, c'est une petite entreprise. C'est une entreprise qui est dans un marché, qui est un marché extrêmement simple. C'est celui des outils de finition de surface. Les outils de finition de surface, là, si on veut simplifier au départ, pour eux, c'était simplement des disques de sablage. Les disques de sablage, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une industrie ou un secteur industriel où les économies d'échelle sont considérables. C'est-à-dire, finalement, ça ne coûte rien. Vous les achetez en paquet de 100 ou de 500 peut-être, et ça coûte quelques dollars, pas plus. Disons, la meilleure formule, c'est production, distribution de masse. Les concurrents, c'est de très grandes entreprises, 3M par exemple, Norton, Saint-Gobain, de grandes capacités de recherche et développement, grandes usines, économie d'échelle considérable. Donc, vous voyez, là, on n'est pas en train de parler de gens qui vont se battre contre des concurrents qui font des choses différentes. Non, 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 ils sont exactement dans le même marché. Alors, quelle formule pour réussir, d'après vous, dans des conditions comme celle-là? Bon, alors donc, l'idée, c'est si je vais sur ce marché-là en faisant la même chose, c'est sûr que je ne peux pas réussir. Donc, l'idée, c'est est-ce que je peux changer la logique pour satisfaire le client final? Alors, bon, donc il a fallu d'abord s'intéresser au client final. Qui c'est le client final? Le client final, c'est des gens qui utilisent c'est-à-dire des gens qui font de la soudure, etc., enfin des choses de ce type-là. Et l'idée, c'est est-ce que je peux développer une solution qui est meilleure pour le client? Alors que 3M, Saint-Gobain, etc., ne s'intéressaient pas du tout aux clients. Eux, ils sont mis à s'intéresser aux clients et à voir finalement comment le client utilise-t-il, par exemple, les disques de sablage. Pour s'apercevoir que le client utilisait les disques de sablage en dépit du bon sens. Au lieu d'en utiliser un, il en utilisait 10. Et donc, ils sont allés voir le client et lui ont dit, nous, on peut vous garantir le coût que va avoir représenter pour vous l'utilisation des disques de sablage, que vous allez gagner 50%, à condition que vous suiviez nos instructions. Et donc, les clients, même si 50% représentaient 100 000 $ au lieu de 100 millions de dollars, les clients se sont mis à s'intéresser à ça. Et donc, ils se sont mis à construire, si vous voulez, cette formule. Alors, au lieu de vendre un disque de sablage, proposer une solution plus économique et qui peut améliorer le polissage. Proposer une solution plutôt qu'un produit, c'est-à-dire la vente, c'est le disque de sablage, mais en réalité, il fallait faire la formation du client, il fallait en quelque sorte s'assurer que le client utilise ça de manière convenable, une solution entière des produits et de la connaissance, si vous voulez, en même temps, et garantir la valeur de la solution. C'est-à-dire, vous allez prendre ça, mais c'est sûr que si vous prenez ça, vous allez éventuellement gagner en matière de coût. Alors, bien sûr, ça supposait comprendre des détails des opérations des clients, nature des opérations, nature du matériau utilisé, température des opérations, les modifications, etc., savoir-faire des opérateurs. Donc, finalement, quand vous allez à Walter, les vendeurs, ben, ils ne vendent pas vraiment. Tout ce qu'ils font, c'est de la formation. C'est-à-dire, c'est des ingénieurs qui font de la formation de la clientèle. Et la vente se fait par le réseau de distribution. Alors, bon, donc, ça, c'est, si vous voulez, la solution pour revenir au réseau de distribution. Réseau de distribution, vous imaginez bien, un réseau de distribution qui vend des produits standards, il n'a pratiquement aucune importance pour le fournisseur. Et donc ces distributeurs, même s'ils sont importants, consommateurs, ben, les producteurs ne leur donnaient aucune importance. Alors, donc, rémunération faible, pas considérée par les producteurs, et eux, ils ont décidé qu'ils allaient complètement changer ça, et donc ils se sont mis à donner une rémunération beaucoup plus importante au réseau de distribution, comment dire ça, s'assurer que ce réseau de distribution devient un allié et des agents de promotion pour l'entreprise. Alors, le résultat, hein, c'est que le réseau de distribution, quand les clients se présentaient au réseau de distribution, ils disaient, ben, vous voulez des disques de sablage? Voilà le disque de sablage commun et voilà la Mercedes de l'industrie. C'est-à-dire, si vous voulez, le meilleur disque de sablage, c'est le disque de sablage Walter. Alors, bon, bien sûr, Walter, le disque de sablage qu'elle offre coûte
2 fois plus cher que celui de 3M ou celui de Saint-Gobain, mais tout le monde achète plutôt ce disque de sablage, profitabilité élevée, croissance élevée. Et surtout, ce qui est très important, c'est que les concurrents ne peuvent pas réagir. C'est-à-dire que le concurrent ne peut pas faire la même chose parce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si le concurrent fait la même chose, ça veut dire qu'il va devoir vendre 2 fois moins de disques de sablage. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il ferme des usines. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse face aux syndicats avec lesquels il négocie. Et bien entendu, aucun des concurrents n'a osé faire ce genre de choses. Même si, bien sûr, ils avaient la capacité technique de faire. Donc, le secret, c'est ça le secret. C'est une stratégie, c'est ce que je vous ai déjà dit, une stratégie asymétrique, une logique qui est contraire de celle des acteurs dominants, ce qui rend difficile la copie par les firmes dominantes, accent sur des besoins latents, ajouter de la connaissance au paquet qui est proposé, respecter tous les acteurs de la chaîne de valeur, et puis construire une organisation dynamique dans laquelle chacun peut apporter une contribution. Donc, continuer à progresser, maintenir le focus sur la dynamique de l'industrie. Alors, finalement, quand vous regardez bien, les petites firmes à succès font la même chose que David dans l'histoire de la Bible ou du Coran. C'est-à-dire éviter la confrontation directe par le choix, si vous voulez, d'une stratégie qui vous évite d'être sur la même trajectoire, se déplacer rapidement pour surprendre l'adversaire, construire des organisations qui se comportent de manière stratégique, agir différemment, confondre l'adversaire, puis construire leur domaine de manière qui est peu compréhensible par les concurrents. Voilà, alors c'est ça que je voulais partager. L'idée de la réussite est une idée aussi qui est une idée stratégique. Alors peut-être que l'on peut maintenant ouvrir la discussion. Merci beaucoup, cher Taïeb, pour cette belle présentation. Donc, allô? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Tout à fait. Voilà, donc je vais je vais ouvrir le débat aux conférenciers et à tous les participants. Il y a juste quelques personnes qui nous suivent maintenant sur cette conférence. Donc, ils n'ont pas écouté au départ la présentation de Taïeb. Donc, Taïeb Hafsi, qui est professeur titulaire de la chaire Stratégie et Société de Management Stratégique à HEC Montréal. C'est un chercheur qui est connu, qui est professeur en gestion stratégique et des organisations complexes. Voilà. Donc, j'ouvre le débat. تفضل سي عبد القادر. Très bien. Professeur Hafsi, merci beaucoup pour la communication qui est très, très intéressante et votre analogie par rapport à l'histoire biblique de David et Goliath est très parlante. Je vous remercie pour ça. Et justement, je voudrais intervenir et peut-être aussi poser une question par rapport. Aujourd'hui, on voit un petit peu les méthodes agiles qui ont été développées dans le domaine des systèmes d'information. Qui en principe commence à être appliqué dans le management, notamment le management stratégique des entreprises. Et il y a aussi toute la partie innovation frugale qui commence donc qui émerge un petit peu et qui a été justement utilisé par des petites entreprises, mais après a été repris par de grandes entreprises, notamment Toyota, Renault, Nissan et pas mal d'autres entreprises. Et je voudrais justement savoir, est-ce que ces méthodes-là sont prises en considération ou par rapport à ce que vous avez présenté? Je vous remercie. Oui, c'est vraiment une question intéressante.
en stratégie, on considère que tout ce qu'on peut acheter, tout ce que les gens peuvent acheter, ne vous donne pas d'avantage concurrentiel. C'est-à-dire que ce soit des technologies de l'information, ou que ce soit, c'est-à-dire si c'est accessible aux autres, ça ne vous donne pas d'avantage concurrentiel. Donc, si vous êtes le premier, par exemple, à développer des technologies de l'information que les autres n'ont pas, ça vous donne un avantage. Mais si tout le monde a la technologie de l'information, bien entendu, vous n'avez pas d'avantage concurrentiel. Il y a eu une étude célèbre qui a été faite, parce que ça a été beaucoup étudié, ça, dans le monde académique, sur l'importance des technologies de l'information dans le succès. Par exemple, on a été très surpris de découvrir que les dépenses, par exemple, de technologies de l'information, notamment dans un certain nombre de secteurs qui sont intensifs en technologie de l'information, comme les banques, comme les sociétés d'assurance, etc. Donc, on a fait la relation entre les dépenses en technologie de l'information puis la performance. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de relation, c'est-à-dire que la relation n'existe pas. Et là, les chercheurs se sont posé la question, mais ce n'est pas possible, comment ça se fait? S'il doit y avoir un problème que l'on ne comprend pas. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait des variables qui intervenaient dans le processus, mais qu'on ne voyait pas, qui étaient ce qu'on appelle des variables médiatrices. Alors, par exemple, dans l'industrie de l'assurance, on s'est mis à faire de la recherche qualitative et on posait la question aux gens dans l'assurance en leur disant qu'est-ce qui fait le succès dans l'assurance? Et les gens disaient ce qui fait le succès dans l'assurance, c'est le service à la clientèle. C'est-à-dire finalement le lien que l'on a avec le client, c'est ça qui fait la réussite ou l'échec. Et là, la question s'est posée, est-ce que la technologie ou les technologies de l'information peuvent permettre service à la clientèle. Et donc, on a fait l'étude et on s'est aperçu que, non seulement c'est le cas, mais là, il y a une relation qui est très forte entre technologie de l'information et la qualité du service à la clientèle. Et bien entendu, le service à la clientèle, on découvre qu'il a un rapport très fort avec la performance. Et ce qui est intéressant, c'est que l'application de la technologie de l'information est difficilement copiable parce qu'elle demande du savoir-faire, de l'apprentissage, etc., etc. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses standards que l'on peut simplement appliquer. Alors donc, c'est simplement pour vous dire, il faut faire attention. C'est-à-dire tout ce qui est accessible aux autres ne vous donne pas d'avantage concurrentiel. Il y a une question de la Merci part. beaucoup. Merci. Il y a une question. Donc, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'assister à une conférence animée par le professeur Taïb Hafsi. Ces petites entreprises qui ont réussi en se basant sur 3 points, dans une stratégie surprenante. Peut-on dire que c'est une innovation stratégique? Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Les innovations les plus importantes sont des innovations stratégiques. C'est-à-dire que quand vous regardez dans tous les domaines, bien sûr, il y a des innovations de produits, des innovations technologiques qui sont très importantes. Bachir Halimi vous a parlé, je pense, hier ou avant-hier. C'était avant-hier, c'est Bachir, hein? Oui. Et donc, vous a parlé d'une innovation technologique qui est remarquable et qui donc crée un marché complètement nouveau. Par exemple, des sociétés comme Sony ont créé littéralement des industries avec des innovations technologiques, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand on regarde l'essentiel de ce qui se produit dans l'ensemble des marchés, le plus important, ce sont des innovations stratégique, c'est-à-dire c'est la capacité à trouver la formule qui vous démarque par rapport aux autres. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut que vous soyez démarqué par rapport aux autres. Et donc, ce n'est pas simplement un rêve, il faut que vous regardiez le marché dans lequel vous êtes, quelles sont les choses qui se produisent là-dedans, et est-ce que vous pouvez apporter une contribution qui va faire la différence par rapport à ce qui se produit par ailleurs, par rapport à ce que font des gens déjà. Et donc l'innovation technologique est très importante. Si je peux vous citer des tas d'exemples, vraiment des tas d'exemples. C'est le cas de Apple, c'est le cas de Dell, c'est le cas de Walmart, c'est le cas de toutes ces entreprises qui sont devenues des géants, en réalité étaient de petites entreprises
sont démarqués, des innovations, si vous voulez, des innovations essentiellement et qui ont réussi contre des géants. Si je comprends bien, professeur Hafsi, donc on est dans des stratégies Océan Bleu. Ah bon, ben, c'est-à-dire que chaque fois, chaque fois que vous créez une stratégie qui n'est pas accessible aux autres, ben, vous êtes là-dedans, bien sûr. Alors, mais c'est très important c'est-à-dire que quand on parle d'innovation, de ce genre d'innovation stratégique, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est des innovations qui sont asymétriques. C'est-à-dire que délibérément, vous décidez d'aller à contre-courant. À contre-courant. Pour mettre les autres hors jeu. Alors, pour que les autres ne soient pas capables de vous copier. Pour que les autres ne soient pas capables de vous copier. Il faut réussir, bien sûr. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir. Mais si les autres ne sont capables de vous copier. L'exemple qui a été le plus souvent donné, c'était l'exemple de Southwest Airlines. Vous savez que Southwest Airlines, c'est eux qui ont été l'inventeur du low cost, hein, Southwest Airlines. Quand ils se sont lancés en affaires, Southwest Airlines, premièrement, ils se sont dit, nous, on ne veut pas de système de réservation. Les gens les ont regardés puis ils ont dit, mais vous êtes fous, c'est une société de transport aérien. Et c'est une société qui décide qu'elle ne va pas avoir de système de réservation. C'est-à-dire, elle a dit, les gens qui veulent prendre l'avion viennent à l'aéroport, prennent l'avion comme on prend le bus. D'accord? Deuxièmement, ils ont dit, nous n'allons pas aller dans les aéroports principaux. C'est-à-dire que tu ne vas pas à l'aéroport d'Alger, tu vas aller à l'aéroport de Blida, par exemple. Troisièmement, nous n'allons pas recruter de gens qui ont de l'expérience dans le transport aérien. C'est-à-dire que nous allons prendre des gens les mêmes que ceux des autres, etc. Enfin, tout un ensemble, si vous voulez, d'éléments qui vont à l'encontre de la logique. Alors bon, Southwest Airlines a décidé d'aller de Houston à San Antonio. Juste ça, là. Houston-San Antonio. À la surprise générale, les gens qui voulaient aller de Houston à San Antonio, ils allaient à l'aéroport qui était de Southwest Airlines, et ils allaient à San Antonio. Une fois que c'était plein, c'est-à-dire qu'ils avaient des avions toutes les demi-heures entre Houston et San Antonio, ils ont décidé qu'ils allaient faire Houston-Dallas. Et ainsi de suite. Ce qui fait que progressivement, le réseau s'est construit. Et ce qui est intéressant, c'est que American Airlines a décidé que, on va faire la même chose. On va mettre un avion entre Houston et San Antonio. Sauf que dans l'esprit des clients, American Airlines est supposé faire des choses Southwest n'est pas supposé faire. Donc, quand American Airlines, par exemple, ne prenait pas les bagages, n'allait pas dans les aéroports convenables, etc., tout le monde considérait que c'était une mauvaise entreprise. American Airlines était une mauvaise entreprise, mais personne ne pensait à propos de Southwest Airlines. Et donc, ils ont vite abandonné les gens d'American Airlines. Enfin, aujourd'hui, ça change puisqu'on est 30 ans plus tard. Attends, j'ai une question, professeur. Oui. Monsieur Moussouri? Oui. Allô? تفضل سي مصطفى تفضل. Je reviens sur ce que tu as dit, Moussouri. Les trois entreprises, ils ont resté sur le marché classique, on parle de la stratégie de l'océan Rouge. Ils n'ont pas créé des niches. Donc, les trois entreprises, ils ont resté sur le marché classique. Donc, ils n'ont pas quitté. Je pense qu'il n'y a pas ici, dans ce cas-là, une stratégie de l'océan bleu, parce qu'ils n'ont pas créé des niches marché. Je pense. Par contre, je reviens à l'entreprise Walter. Est-ce que si on prend, moi j'ai fait l'administration des entreprises et la stratégie des entreprises à l'école de management de Strasbourg. Si on prend les forces de porteurs, le client final et l'entreprise, c'est le distributeur et le fabricant. Ils sont sur la même longueur d'onde, les trois. Et ils ont essayé tous les trois de créer des barrières à l'entrée sur le marché en évitant qu'il y ait des produits de substitution sur le marché. Et ils ont joué la carte gagnant-gagnant tous les trois pour empêcher que les autres rentrent sur le marché. Est-ce qu'ils n'ont pas adopté la politique de porteur? Ils ont adopté l'approche de porteur. Merci, Moustapha. C'est une bonne question.
réalité, c'est vraiment une stratégie océan bleu. Océan bleu. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment démarqués, ces entreprises-là. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment sur le marché, c'est-à-dire le produit, quand vous le regardez, c'est le même produit. D'accord? Mais en réalité, vous vous apercevez qu'ils ne vendent plus le produit. C'est-à-dire qu'ils l'ont reconfiguré de façon à ce que ça soit non pas un produit, mais une solution. Ils ont complètement changé de marché. C'est-à-dire que quand les gens achètent quand ils achètent le disque de sablage, par exemple, ils font bien d'autres produits. Là, je me suis focalisé sur le disque de sablage. Mais quand les gens achètent le disque de sablage de Walter, en réalité, ils n'achètent pas le disque de sablage, ils achètent toute la solution Walter. Qui n'est pas en concurrence avec le disque de sablage de. Donc, avec des nouveaux critères. Et oui, parce que premièrement, la façon du disque n'est pas la même, ils reçoivent une formation conséquence, etc. C'est-à-dire, et je dis ça, c'est pour ça que votre question est importante, c'est que je vous suggère, moi, que la capacité à se différencier, c'est en se rapprochant du client. Il y a peu de gens qui comprennent vraiment ce que le client veut. Il y a peu de gens qui donnent de l'attention au client. Et je vous le suggère, les petits sont le plus capables de comprendre ce que le client veut. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, c'est-à-dire, si vous voulez vraiment réussir contre des gens qui sont plus grands, rapprochez-vous du client. Alors, bon, maintenant, si on prend, si vous voulez, Walter en particulier, mais c'est vrai pour tous les autres, la réalité, c'est que nous, quand on fait les analyses, je le dis pour les autres, peut-être que les gens ne sont pas tous familiers avec les méthodes d'analyse qu'on utilise. Quand on fait l'analyse de la structure de l'industrie. L'idée de la structure de l'industrie, c'est que si l'industrie est très compétitive, on ne fait pas d'argent. C'est ça l'idée. Et la structure de l'industrie vous permet de savoir si la structure va générer de la compétition ou pas. Et donc, le modèle de Porter dont parle c'est Mustapha. Donc, le modèle de Porter vous permet de voir si vous êtes dans une industrie très compétitive ou pas très compétitive. Et donc c'est la niche qui... Allez-y. Alors, si on prend les disques de sablage, vous êtes si c'est simplement les disques de sablage, là, vous êtes dans une structure extrêmement compétitive. D'accord? Ce qui est le plus important, c'est les économies d'échelle et les... Enfin, ce que Porter décrit bien. D'accord? Maintenant, si vous prenez la formule, la solution fournie par Walter, c'est une autre structure de l'industrie. Vous comprenez ça? Ils se sont décalés par rapport à la structure de l'industrie qui est celle des disques de sablage pour être dans une autre structure où ils sont, entre guillemets, littéralement tout seuls. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est la niche qui s'est imposée et devenue l'océan rouge ou bien elle reste toujours l'océan bleu? C'est-à-dire que l'origine, si vous voulez, quand vous regardez par exemple le marché des disques de sablage, c'est océan rouge. C'est océan rouge. Vous comprenez? Mais la formule de Walter, ça a été créé à côté de cet océan rouge, un océan bleu. Ok, merci, merci beaucoup. C'est bien ça, Barak. Very nice talk. Very nice talk. I have seen it in my life, so in different sides. My question is, I found this in a new business model that goes against the market. The logic of the industry. They tend to have two parameters that make them succeed, and I want to hear from you. One is they come to the market as a shock. They come fast, and the speed of execution, because if they do not execute fast, people can copy them very quickly and kill them. Many start slow and they didn't take off very quickly and they die. So what do you think about because their model is copyable. So unless they take off very fast, they usually die. Excellent. Yes, well, let me take an example, Sibir Jassim. The example of
Okay. The fast is something that's relative, of course, to the competition. Mhm. That means you have to be faster, more agile, more able than the competition. In the case of Gildan, they had facing them Hanes, for example. Hanes was related to a company, diversified company, that was the owner of Hanes. And that company was related to a fund which is a financial institution further up. So when Hanes wanted to make a decision, they had to go to, if you will, to that diversified company. That diversified company would need to go to the funding company, and then back. So even for small decisions, it took them 6 months to a year to react. In the case of Gildan, that would take them maybe 24 hours. Okay, so in a sense, the ability to adapt to the market and what's happening in the market was much greater, if you will, in the case of Gildan than the others. And of course, that can make sometimes, it's not always the case, but sometimes it may make the difference between succeeding or failing, especially in periods where you have disruptions and there are things happening in the market and you have to react fast and so on and so forth. Of course, and here I'm coming back to your question, sometimes if you react too fast, it's not good either, okay? And you're right, sometimes the fast reaction may lead to doom, okay? May lead to losing your ability to mobilize your personnel, your ability to conduct technology, your ability to convince your customers and so on. Because the problem with all companies is that you need some stability anyhow. So the question is, what's the balance between the stability on the one hand and, if you will, and the ability to adapt on the other? So it's tricky. And the judgment there is really very important. علي سي فاتح. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد بشير. بشير حليمي. C'est Bachir Halima. Ton micro, c'est Bachir, n'est pas. Ton micro. Oui, là, oui, ok, d'accord. هو كان ميوت وانا ثاني ميوت دونك كنا في الصمت. بارك الله فيك سي طيب pour l'exposé très intéressant évidemment. Il y a les gens qui nous écoutent sont des jeunes qui aspirent à un meilleur avenir et qui écoutent ces belles histoires d'entrepreneurs, de David au Canada, qui réussissent et au point où, évidemment, ils prennent des parts de marché là où personne n'aurait cru qu'ils prendraient des parts de marché. Est-ce que je sais aussi que tu es pas mal au courant de ce qui se passe en Algérie, dans le milieu des affaires. Est-ce qu'il y a des David algériens dont tu parlais? Et est-ce que tu vois quelques opportunités ou pistes d'opportunités que les jeunes peuvent prendre à partir de cette conférence? Tout à fait. Très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. D'abord, une réponse générale, c'est Bachir. Une réponse générale. C'est que les Algériens sont dans la position de David si on considère que leur marché naturel, c'est le marché régional, c'est-à-dire l'Europe du Sud, etc. C'est des petites entreprises, par comparaison à ce que l'on voit par exemple en Europe et ailleurs. Il faut qu'ils trouvent une formule pour être compétitifs contre ces entreprises-là. Donc, ils sont dans la position de David. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand on regarde l'histoire récente, j'allais dire, de l'Algérie, on me dit
j'écoutais ça tout à l'heure quand elle est avec Sibaziz, et il disait, on ne voit pas d'entreprise dynamique en quelque sorte en Algérie. Moi, honnêtement, je n'arrête pas de voir des entreprises dynamiques en Algérie, c'est-à-dire des entreprises qui sont capables de réussir de manière exceptionnelle. Vous avez probablement lu le livre que j'ai fait sur Issaad Rabrab, mais Issaad Rabrab a été pour moi simplement la personne qui a attiré mon attention sur ça, c'est-à-dire sur toutes ces entreprises-là. Quand je lui disais, c'est remarquable ce que tu fais là, etc., il me disait, tu ne peux pas savoir le nombre d'entreprises qui sont remarquables en Algérie. Et donc, c'est lui qui a attiré mon attention sur les autres entreprises. Et alors, bon, si je prends Issaad Rabrab, prenons-le, voilà le grand succès en Algérie, d'accord? Si je prends Issaad et c'est bien à me raconter son histoire. C'est une histoire qui commence avec rien. C'est-à-dire, finalement, Issaad Rabrab est comptable, il est recruté par des clients. Les clients ont un problème, puis ils lui disent pourquoi tu ne travaillerais pas avec nous? Les clients, ils font des tubes, ils veulent faire, ils n'ont même pas de produit, ils veulent faire des tubes qui vont servir pour l'hydraulique de l'eau, enfin pour les puits d'eau, etc. D'accord? Et il y a une demande assez importante sur le marché. Et comme il leur paraissait quelqu'un d'assez futé, donc ils se sont dit, ben, on est mieux d'avoir quelqu'un avec nous là-dessus. Et donc ils se mettent à fabriquer des tuyaux, à partir de rien. Ils n'ont même pas de technologie. Ils se mettent à souder des plaques, ils font des plaques flat, enfin qui sont plates. Il faut les recouvrir, c'est tout croche leur affaire. Mais ils font ça jour après jour. Ils réussissent à faire des tuyaux. Puis ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un marché, parce qu'il y a il y a plein de gens qui font des puits, il y a plein de gens qui ont besoin de tuyaux hydrauliques. Ça marche. Enfin, ça marche. Qu'est-ce que ça marche? Ça rapporte quelques centaines de milliers de dollars, de dinars. À cette époque-là, ça valait de l'argent, en tout cas. Et bon, par la suite, Issaad Rabrab est d'un état d'esprit qui est celui de, comme toi, c'est Bachir, c'est-à-dire quelqu'un qui est passionné par la création, par la construction. Tu comprends? Donc lui, il dit à ses partenaires, il leur dit pourquoi on n'utiliserait pas cet argent-là pour faire un petit peu plus, par exemple, disons des produits qui vont servir pour les rideaux. Les rideaux dans les fenêtres des gens, il y a des rideaux, il y a des petits. Comment on appelle ça? Les tiges d'accrochage, les tiges. C'est les tiges d'accrochage. Ouais, donc les tiges pour accrocher. Donc il veut faire les ça. Tringles, les tringles. Voilà. Ça le transporte dans une industrie où il lui faut une machine, Bon, je vous fais une histoire courte. C'est-à-dire, nous, on voit Rabrab aujourd'hui avec, je ne sais pas moi, 3 milliards de dollars peut-être de chiffre d'affaires. Mais le chemin a été un chemin de bataille constante où il fallait se démarquer, il fallait trouver. Et Rabrab, plus que quelqu'un d'autre, regardait le marché parce que je vous fais remarquer que le marché est compétitif. Par exemple, quand Rabrab a décidé de faire du sucre, la première chose qu'il a faite, ça a été importer du sucre. Et très vite, il a réalisé qu'il ne pouvait pas être compétitif à importer du sucre parce qu'il y a des gens qui étaient bien et il avait plein de difficultés avec la douane. Ces gens-là n'avaient pas de difficultés avec la douane. Donc, il s'est dit, aucune chance, je ne peux pas être compétitif dans le sucre. Donc, c'est ça qui l'a amené à fabriquer du sucre. Enfin, à raffiner du sucre, si vous préférez. Et donc, il s'est dit, les gens qui importent probablement vont hésiter à raffiner du sucre. Moi, je vais construire une usine, ça va me donner un avantage concurrentiel, je vais avoir des coûts qui sont plus bas, etc., etc. On retrouve la même dynamique que celle que je suis en train de vous expliquer là. C'est-à-dire que je parle de Rabrab, mais je peux vous citer Ben Ammar, je peux vous citer Hasnaoui, puis je peux vous citer comment il s'appelle, les gens qui font des machines-outils à Blida. Je peux vous citer plein de gens qui sont dans des situations comme celle-là. Et toutes ces entreprises que nous avons étudiées, on a écrit à peu près, si vous êtes intéressés, on a écrit à peu près une douzaine de cas
On a identifié une centaine. Et si vous regardez ces entreprises-là, en tout cas, nous, ce qui nous a frappé chez ces entreprises-là, c'est qu'elles ne cherchent pas simplement à exploiter le marché local, elles veulent être compétitives. C'est-à-dire qu'elles veulent réussir contre des entreprises européennes. Toutes ces entreprises veulent réussir contre des entreprises européennes. C'est-à-dire qu'elles se rendent bien compte que la réussite, ce n'est pas parce que tu as accès à un marché qui est protégé que tu réussis. Tu réussis quand tu as une formule qui a du bon sens. Donc, tu réussis contre tout le monde. Un peu comme toi. Tu es à Montréal, c'est Bachir. Tu as trouvé des formules. Cette formule-là, elle réussit contre tout le monde, etc. Pourquoi ça ne réussirait pas en Algérie? Donc, c'est la même chose.